Donc, on va procéder à l'ouverture de ce premier conseil municipal de travail de cette mandature. Donc, je déclare ouverte la séance du conseil municipal. Vous voulez passer à l'appel, s'il vous plaît? Jean-Michel Solé. Présent. Céline Pastor. Présent. Divino. Présent. Clémentine R. Présent. Jean-Michel Gascou. Présent. Anne-Claire Pêche. Présente. Olivier Capeille. Présent. Nicole Clara. Présent. Olivier Lacaze. Présent. Sandrine Poussane. Présente. Guillaume Blavette. Présent. Josette Monté. Présente. Gérard Petit. Présent. Isabelle Sola. Présente. Eddy Vergel. Présent. Louise Serralongue. Elle est absente, je pense qu'elle est malade. Denis Pi. Présent. Marie-Josée Graza. Présente. Jean-Louis Florisson. Présent. Evelyne Canovas. Présente. Cédric Castella. Présent. Roger Rouille. Présent. Emmanuel Fradé. Rosendo Cobé. Présent. Myriam Manzanas Nogues. Présent. Jean-Charles Colomine. Présent. Elisabeth Le Sa. Présente. Donc, je propose comme secrétaire de séance Clémentine R. Il y a tous les gens qui sont contre. Abstention. Je vous remercie. Donc, l'ordre du jour commence par la constitution des commissions municipales. Alors, j'ai une déclaration préalable à faire. C'est la première séance du conseil municipal. Alors, d'abord la déclaration au nom du groupe qui me fait l'honneur de m'entourer. Je précise qu'il mettra sa disponibilité, son assiduité, sa compétence et son sérieux au service de Banyuls et de ses habitants. Il souhaite prendre toute sa place au sein de ce conseil municipal dans un esprit constructif. Ça, c'est la première partie de mon intervention au nom du groupe. La seconde est au nom de ma famille. À mon nom personnel et à titre personnel, j'ai mené une campagne propre, digne, respectueuse de tous les candidats et de tous leurs colistiers, car je désapprouve fermement et totalement tout comportement, tout écrit ou toute parole qui puisse porter atteinte à la dignité d'autrui. Un peu avant le second tour, tu as jugé bon de faire apparaître, de signer un tract infamant, perfide et mensonger, bafouant mon nom, ma fonction et mon action. Alors, je dis simplement, mais très calmement, qu'il faudra laisser beaucoup de temps au temps pour que ma femme, mes enfants et moi-même, nous puissions pardonner ce que nous considérons comme une infamie. C'est tout ce que je voulais. très bien. Alors, je l'avais dit lors de l'installation, je n'ai en aucun cas mis votre dignité ni votre honneur en cause dans ce tract. En tout cas, telle n'était pas mon intention, je l'ai dit. Je le répète, si les propos ont pu blesser, je le répète, ce n'était pas du tout mon intention. Je me suis adressé à l'homme politique qui avait, pendant la campagne électorale, fait part de son bilan et j'ai parlé par rapport à ce bilan. Voilà. La campagne électorale, elle est terminée. Les gens attendent de nous, l'ensemble de nous, du travail, du sérieux. Et nous, je peux compter sur nous. Et, voilà. Ils attendent beaucoup de nous. Je pense qu'il faut laisser de côté les petites querelles, les sommegos et voilà. Je pense qu'il faut laisser ça de côté. On a été élus, les uns et les autres. Moi, je vous respecterai. Je l'ai dit plusieurs fois. Le mode de fonctionnement de ce conseil municipal ne sera pas le même que le précédent. J'ai fait une ouverture, je vous ai proposé la présidence d'une commission parce que je pense que vous êtes en capacité de le faire. Vous me direz si vous l'acceptez ou pas. On en reparlera par la suite. Je n'ai nullement l'intention d'avoir un conseil municipal dans la polémique et dans l'invective. Voilà. Je respecte tout le monde. Je le répète, monsieur Rouille, mon intention n'était pas de vous blesser ni à vous, ni à votre famille. Voilà. J'ai eu simplement, s'il vous plaît peut-être, mais j'ai eu simplement un écrit concernant votre mandat. Voilà. Donc, comme je suis en droit d'attendre des écrits,
concernant mon action si les gens jugent que mon action n'est pas la bonne. Mais en aucun cas, et je l'avais dit d'ailleurs à la réunion publique, j'ai mis en cause ni votre honnêteté ni votre intégrité. Voilà. Donc l'incident est clos, la campagne électorale est terminée, donc je vous propose de nous mettre au travail. Donc, constitution des commissions. Donc, je vais vous donner lecture des commissions. Les commissions, je vous ai envoyé, je m'adresse à l'ensemble du conseil municipal, je vous ai envoyé aux uns et aux autres vos désirs en fonction du travail que vous voulez effectuer dans les commissions sur lesquelles vous souhaitez participer. On a tenu compte de la répartition de la proportionnelle en ce qui concerne nos amis de l'opposition. Et j'avais indiqué que pour moi, ce n'était pas un problème si la proportionnelle était dépassée, ça ne me dérange pas du tout. D'ailleurs, il y a une commission où je vous proposerai d'ajouter un membre parce qu'il me semble que vous n'êtes pas assez nombreux. Voilà. Donc, vous voyez qu'on part sur des, en tout cas, ce qui me concerne, sur des bonnes bases. Donc, la commission des finances, on va voter par commission. Hein. Donc, la commission des finances sera composée de Gérard Petit, Céline Pastor, Guy Vinot, Nicole Clara, Anne-Claire Pêche, Josette Monté, Louisette Serralongue, Emmanuel Fradet, Rosendo Cobé et Elisabeth Lézard. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. La commission de l'urbanisme, de la voirie, des travaux sera composée de Guy Vinot, Céline Pastor, Olivier Capeille, Guillaume Blavette, Gérard Petit, Eddie Vergel, Denis Pi, Rosendo Cobé, Jean-Charles Colomine. Qui est contre? Qui s'abstient? La commission de l'agriculture, environnement et développement durable. Olivier Lacaze, Clémentine R, Anne-Claire Pêche, Olivier Capeille, Denis Pi, Jean-Louis Florisson, Louisette Serralongue, Roger Rouille, Jean-Charles Colomine. Pareil, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. La commission solidarité, santé, affaires scolaires et sociales, petite enfance. Anne-Claire Pêche, Céline Pastor, Josette Monté, Isabelle Sola, Jean-Louis Florisson, Evelyne Canouvas, Marie-Josée Graza, Roger Rouille, Emmanuel Fradet. Pareil, qui est contre, qui s'abstient? Je vous remercie. Économie, tourisme, commerce, artisanat et camping, Sandrine Poussane, Céline Pastor, Clémentine R, Cédric Castellar, Isabelle Sola, Olivier Capeille, Guillaume Blavette, Roger Rouille, Elisabeth Lezard. C'est pareil, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, qui est contre. Sécurité, accessibilité, circulation, stationnement. Jean-Michel Gascou, Vivino, Eddie Vergel, Evelyne Canovas, Cédric Castella, Rosendo Cobé. Qui s'abstient, qui est contre. Culture, animation, culturelle, comité des fêtes, association. Donc Céline Pastor, Clémentine R, Olivier Capeille, Nicole Clara, Sandrine Poussane, Guillaume Blavette, Josette Monté, Gérard Petit, Isabelle Sola, Evelyne Canouvas, Marie-Josée Graza, Emmanuel Fradet, Madame Manzana Nogues Myriam, et on a noté, il manque quelqu'un de l'opposition, si vous voulez rajouter un nom, c'est possible, c'est comme vous voulez. C'est culture, comité des fêtes et culture association. C'est parce qu'on a eu beaucoup de gens qui ont voulu participer. Donc, Emmanuel Lezard. Et Elisabeth. Ah, je vais souffler. Bon, qui s'abstient, qui est contre? Merci. Commission du patrimoine, Roger Rouille, Myriam Manzana Nogues, Louisette Serralongue, Olivier Capeille, Gérard Petit, Marie-Josée Graza, Céline Pastor, Anne-Claire Pêche, Josette Monté. Qui s'abstient, qui est contre? La commission du port de plaisance. Oui. Celui qui est nommé en tête est nommé comme président. Alors, j'allais dire un mot. Oui. Dans la logique, je n'ai pas nommé un président, oui, un vice-président. Hein. Donc, c'est les commissions qui se réuniront, qui nommeront leur président. Moi, j'indiquerai aux personnes de ma majorité de vous désigner. Après, les choses doivent être très claires. J'ai été déclaré incapable de gérer par un écrit. J'ai été déclaré manquant de créativité, d'imagination.
les moqueries qui en sont suivies n'étaient pas très dignes non plus. Alors je souhaite être membre de la commission patrimoine, parce que ça nous intéresse tous. C'est le passé de Douanious, mais aussi le futur de Douanious. Alors je serai membre de cette commission si le conseil municipal en décide, mais je ne souhaite aucunement assumer la vice-présidence. Écoutez, c'est votre affaire, M. Rouille. Je vous ai dit là comment la campagne va être terminée. Je ne parle pas de campagne. Non, mais je dis que je souhaite être membre de cette commission, mais pas vice-président. Le débat est clos. Vous avez évoqué de nouveau le problème de l'écrit. Pour moi, c'est fort clos. Si vous voulez l'évoquer pendant 6 ans, c'est votre affaire. Ensuite, alors, je jugerai nécessaire. Alors, s'il vous plaît, commission du patrimoine, qui s'abstient, qui est contre. Voilà, je vous remercie. Port de plaisance, donc Guy Dino, Anne-Claire Pêche, Nicole Clara, Gérard Petit, Eddie Vergel, Denis Pli, Cédric Castella, Jean-Charles Colomine, Elisabeth Lézard. Qui s'abstient, qui est contre. Sport, jeunesse, Guillaume Blavette, Olivier Capel, Isabelle Sola, Evelyne Canovas, Cédric Castella, Eddie Vergel, Jean-Michel Gascou, Emmanuel Fradet, Madame Myriam Manzana-Nogues. Qui s'abstient, qui est contre. Alors l'idée on a essayé, pour expliquer un petit peu la nomination, on fait le nom de ces commissions, on a essayé de resserrer un peu les commissions, parce qu'à vouloir faire trop de commissions, de la réunion unique, par expérience, je me suis aperçu qu'on se réunissait pas souvent. Donc, ce que je souhaite, c'est que les réunions des commissions de travail se réunissent. Il y a déjà eu une commission qui n'en était pas une, puisqu'elle n'était pas désignée, mais en fait, il y a eu une commission de préparation du budget, de l'orientation budgétaire qui a eu lieu. Ce que je souhaite aussi, c'est quand les sujets sont concordants, que les deux commissions se rassemblent. Je peux parler, par exemple, si on doit discuter sur la commission du port, que des tarifs du port. Je pense qu'on pourrait le faire en même temps que la commission des finances et réunir les deux commissions si ce n'est que ce sujet qui est abordé. Si c'est d'autres sujets plus spécifiques au port, par exemple, à ce moment-là, la réunion du port se tiendra. Voilà, je vous remercie. Alors, je vais vous demander de voter le compte administratif que nous allons vous présenter. Alors, il y a une commission obligatoire qui n'est pas évoquée, la commission d'appel d'offres, elle est obligatoire. Elle sera évoquée à la prochaine séance du conseil. Non, c'est là. Oui. Alors, délégation d'attribution du conseil municipal au maire. Donc, le maire informe l'Assemblée que les dispositions de l'article L 2122-22 du Code général des collectivités territoriales permettent au Conseil de déléguer au maire un certain nombre de ses compétences afin de favoriser une bonne administration communale. Il est proposé au Conseil, pour la durée du mandat, de prendre toute décision dans les domaines suivants: arrêter, modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics municipaux, fixer les tarifs de droit de voirie de stationnement et de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics, de procéder dans les limites de 1,5 million d'euros par an à la réalisation d'emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget, de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords cadres inférieurs au seuil de procédure formalisée, ainsi que toute décision concernant leurs avenants lorsque les crédits sont inscrits au budget. De décider de la conclusion de la révision du louage des choses pour une durée n'excédant pas 12 ans, de prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières, d'intenter au nom de la commune des actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, de réaliser des lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum de 500 000 euros, de mettre en place, donc d'instituer le droit de préemption urbain, d'autoriser au nom de la commune le renouvellement de l'adhésion aux associations dont elle est membre. Voilà, je vous ai indiqué quelques points, il y en a 24 qui sont prévus par le Code général dans cet article. Vous voulez faire un commentaire ? Effectivement, vous reprenez l'intégralité des 24 points de l'article L2122-22 du Code général des collectivités territoriales, donc vous êtes dans la loi, il n'y a pas de problème. Il y a quelques petites choses qui, moi, me titillent.
Le point 4, prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et les règlements des marchés des accords cadres inférieurs au seuil de procédure formalisé. Les seuils de procédure formalisés sont extrêmement élevés, puisque ça peut aller sans publicité ni mise en concurrence. Bon, ça va encore jusqu'à 15 000 €, mais à ce moment-là, le maire décide tout seul, si on accepte cette délégation. Et deuxièmement, celle qui me gêne le plus, c'est que pour des marchés qui peuvent dépendre de procédures adaptées, c'est-à-dire avec des mises en concurrence et de publicité décidées par le seul acheteur, donc on peut imaginer par le seul maire, ça peut aller jusqu'à 5 millions d'euros pour des travaux. Et je trouve ça énorme. Énorme, parce que 5 millions d'euros, c'est 100% du budget d'investissement de la commune. Donc je me demandais si c'était tout simplement normal d'avoir autant de pouvoir pour un maire sans avis du conseil municipal. C'est une question peut-être idiote, mais de débutante, et voilà, c'est un montant qui me paraît énorme. Monsieur le secrétaire me dit qu'au niveau de l'investissement, on n'est jamais 5 millions d'euros. De toute façon, je n'ai pas l'intention d'engager 5 millions d'euros, ni même 1 million d'euros sans enlever au conseil municipal. Donc, ce n'est pas mon intention. On a repris dans les délégations, ce sont des crédits qui sont inscrits au budget. Donc, ce n'est pas un crédit qui sortirait de la poche comme ça. Et ensuite, nous avons repris les délégations qui sont usuelles dans l'ensemble des communes et qui sont prises, notamment qui étaient prises dans la dernière mandature et qui sont prises, on s'est renseigné un peu dans toutes les communes voisines. Deuxième point, avec une question que je vais poser aussi, qui est sans doute idiote, le point 20, réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum de 500 000 € par année civile. Question bête, qu'est-ce que c'est que réaliser une ligne de trésorerie? Une ligne de trésorerie, c'est pour permettre, lorsqu'on réalise une opération, par exemple, lorsqu'on fait des travaux pour le lotissement, par exemple, de la Salette, on a réalisé une partie sur la ligne de trésorerie pour financer les travaux, sachant qu'après on va revendre les terrains. Donc c'est une opération, ça permet de financer des travaux dans l'attente de rentrée de recettes, et quand ces recettes sont rentrées dans la caisse, évidemment on rembourse la ligne de trésorerie. Donc c'est une facilité. Donc c'est une facilité, oui, que je peux comprendre en cas d'urgence, mais là encore le montant me paraît énorme. Je sais qu'on va me dire que ça s'est fait sous les anciennes mandatures, c'est pas une raison. D'autant plus, à mon avis, que l'article L2121-12 du Code général des collectivités territoriales permet à monsieur le maire de pouvoir convoquer en cas d'urgence un conseil municipal dans un délai de 1 jour franc. Donc je pense que, moi ce que j'ai lu sur le code c'est 1 jour franc en cas d'urgence. Et ça me permet de dire, pour une dépense de 500 000 €, ça, à mon avis, ça vaut bien le délai d'une journée. Mais c'est pas des dépenses vous qui voyez. de trésorerie. Ce sont des dépenses qui sont déjà budgétées, puisque ce sont l'autorisation de payer. Et c'est déjà budgété, c'est déjà des programmes qui sont engagés. D'accord. Oui, une petite remarque, dire que tout ce qui est ici est légal. Cela ne nous empêche pas peut-être de rebondir sur certains points. Au chapitre 15, le droit de préemption, qui est normal et légitime. Toutefois, je sais que lorsqu'il y a un bien en vente, ça passe en commission d'urbanisme, mais il se peut que certains détails devraient être soumis au conseil municipal. Je prends un exemple précis. Au confluent du Célis et la Vaillerie, un terrain a été mis en vente, 1455 mètres carrés. Si le conseil municipal avait été informé, le dernier, je suis persuadé qu'il aurait demandé de préempter ce terrain, parce qu'avec 1455 mètres carrés, on met 50 ou 55 voitures, ou 25 bateaux en parc, bateaux à sec. Donc certains sujets devraient passer en conseil municipal et d'autres pas. Donc voilà, ça peut représenter un danger, dans la limite aussi que le titulaire peut déléguer son droit à un concessionnaire d'une opération d'aménagement, peut déléguer son droit
à un concessionnaire d'une opération d'aménagement, ce qui peut, dans certaines circonstances, présenter un danger. Au numéro 23, je sais que cet article est récent, hein, il n'existait pas dans mon époque, concernant les diagnostics d'archéologie. Je dirais simplement que sur la place publique pour le Reich, entre deux platanes, il y a les fondations de la redoute historique qui protégeait Banyuls. Lorsque la place fut refaite, les employés découvrirent ceci, m'appelèrent, on l'a mesuré, 1,80 m au départ et 1 mètre de large, et le maire de l'époque a refusé de mettre en valeur ceci. Je veux dire que si le conseil municipal avait été prévenu, je suis persuadé que c'était un atout historique, archéologique, touristique, qui aurait pu être mis en valeur. Donc, bien que ceci soit légal, certains articles nous interpellent. D'abord par le nombre, mais aussi par le contenu de certains et des dérives qui pourraient éventuellement se produire. C'est tout pour ma réaction. Alors, en ce qui concerne les droits de préemption, j'ai l'intention, lorsqu'il s'agit de dossiers qui demandent réflexion, de le passer en commission d'urbanisme. Donc on aura une réflexion commune par rapport à ça dans une réunion d'urbanisme. S'il faut aller en conseil municipal, on peut le faire aussi. Et après, je pense que aussi, en ce qui concerne le droit de préemption, il y a peut-être aussi la discrétion qui fait que ce serait plus judicieux de le faire en commission d'urbanisme. Quant à ce que vous me dites par rapport à la redoute de Banyuls et par rapport à diagnostic archéologique, eh évidemment que cette commission du patrimoine aura tout son rôle à jouer dans ce sens-là. Donc, après, moi j'ai l'intention que ces commissions travaillent. Donc, après, elles seront saisies, on les fera travailler, et puis elles auront fonction aussi, elles auront aussi vocation à s'ouvrir, puisqu'on parle des commissions, et on peut aussi avoir des commissions municipales et extra-municipales en fonction des sujets qu'on a traités et en fonction de l'intérêt. On peut penser que sur les commissions, les commerçants avaient un intérêt à avoir peut-être déjà des commerçants qui sont avec nous, ou d'autres commissions, faire venir de la population qui est intéressée par ce genre de travail. Voilà. D'autres interventions? Non? Donc je vous propose de passer au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Très bien, je vous remercie. Alors on va passer au débat d'orientation budgétaire. Je vous passe la parole. Donc le débat d'orientation budgétaire est prévu par le Code général des collectivités territoriales et il a lieu dans les 2 mois précédant l'examen du budget primitif. Il s'agit d'une discussion autour des orientations constatées et à venir de la structure budgétaire communale. Le document présente des éléments factuels qui permettent d'alimenter le débat. Il donne aussi une tendance sur les orientations, tant en termes de fonctionnement que d'investissement pour le budget à venir. Rappelons que bien que les dotations d'État ou les notifications des bases fiscales ne sont pas encore totalement connues au moment de l'élaboration du budget, force est de constater que même en votant le budget à la mi-avril, ces informations ne sont pas disponibles suffisamment tôt pour être intégrées. Donc, dans une première partie, on vous a brossé une analyse et une situation économique, un contexte global, puisque depuis 2007 et de multiples crises bancaires, financières, sociales ou de production sévissent à des degrés différents dans le monde. Ainsi, après une croissance mondiale soutenue durant les années 2004-2007, une récession historique a été constatée en 2009. Un rebond enregistré en 2010 est resté de courte durée, puisque depuis 2011 et 2012, la croissance mondiale subit un ralentissement. Pour 2013, une légère amélioration de la conjoncture des pays développés est apparue, mais avec de fortes disparités entre les États-Unis et l'Europe, et au sein même de l'Europe. La croissance de la zone euro a subi un très fort ralentissement depuis le 2e trimestre 2011. Si la croissance du PIB avait atteint un niveau de 1,4% sur l'année 2011, elle a chuté à un niveau de moins 0,6% en 2012 et est estimée à moins 0,5% pour 2013. Les prévisions de croissance sont à 1% pour 2014. En France, la progression du PIB a atteint un niveau de 1,7% pour 2011, puis un niveau de croissance de 0% en 2012,
s'est arrêté à 0,2% en 2013 et est estimé à 0,9% pour 2014. Dans ce contexte, le gouvernement a indiqué que le déficit budgétaire a été ramené de 4,8% du produit intérieur brut en 2012. Il était évalué à 5,3% en 2011 et qu'il est estimé à un niveau de 4,1% en 2013. Il est projeté à 3,6% pour 2014 et devrait repasser en deçà des 3% fixés par les critères de Maastricht en 2015. La loi de finances pour 2014 ainsi prévoit que les concours de l'État aux collectivités sont réduits annuellement de 1,5 milliard. Ce qui signifie que la baisse pour le bloc communal au niveau national est estimée à 588 millions d'euros. Pour la commune, là nous avons commencé à recevoir les notifications et pour la dotation globale de fonctionnement, nous avons une baisse de 47 000 euros. Concernant la situation économique de la ville, celle-ci est doublement pénalisée puisque le potentiel fiscal, conformément aux documents qui nous sont transmis par la Direction générale des collectivités locales, est de 580 euros par habitant, alors que les communes qui appartiennent à la même strate démographique ont un potentiel fiscal de 872 euros par habitant. Et l'effort fiscal révèle un ratio de 1,42 contre 1,12 pour les communes appartenant à la même strate démographique que Bagnols-sur-Mer. Donc il est proposé de poursuivre des efforts de rigueur de la gestion communale en maintenant un service public de qualité et les dépenses de fonctionnement proposées au budget primitif devraient être en très légère augmentation par rapport au budget primitif 2013. Compte tenu de la forte diminution des dotations de l'État et de l'évolution attendue des bases d'imposition, l'augmentation des recettes sera limitée. En matière de dépenses, il s'agit de maintenir l'augmentation des charges à caractère général et de maintenir l'évolution de la masse salariale à hauteur maximum de 4% en intégrant le glissement vieillesse-technicité d'une part et les mesures gouvernementales récemment prises avec la revalorisation du point d'indice intervenu au 1er février 2014. Voilà, peut-être je vais parler de la dette. On a prévu de projeter pour que l'exposé soit plus clair et à l'intention des conseillers municipaux et aussi du public, de manière à ce que soit plus visible et plus compréhensible. Merci. Donc, concernant la dette, elle a les caractéristiques suivantes. L'encours de la ville a augmenté de 1,388 millions d'euros sur l'exercice. L'amortissement de 412 000 euros sur l'année ne compense pas les 1,8 millions d'euros souscrits durant l'exercice 2013. Donc l'encours passe de 3 523 000 euros au 31 décembre 2012 à 4 911 000 euros au 31 décembre 2013, puisque la commune a souscrit 2 nouveaux emprunts auprès de la Caisse d'épargne et de la Banque postale. Voilà. Également, vous avez des éléments concernant l'extinction de la dette. Mais auparavant, juste quelques éléments concernant l'encours, puisqu'on constate que la part des taux fixes au niveau de l'encours de la dette s'élève au 31 décembre 2012 à 62% environ et passe à 55% au 31 décembre 2013. Voilà. Également, vous avez des éléments concernant le classement Gisler. Et vous constatez que la commune de Bagnols est très bien positionnée puisqu'on est en position A1. Ça veut dire que l'endettement ne présente aucun risque. Il n'y a pas d'emprunt toxique. Voilà. Par rapport aux encours, il faut tenir compte dans l'endettement de la commune 800 000 euros sur la salette 3, qui est un prêt relais, et donc c'est pour ça qu'on a une courbe plus importante et qui sera remboursée lorsque les terrains seront vendus, et c'est prévu 2015. Hein, voilà. Et par rapport
ce qui peut être une observation par rapport au taux fixe et au taux rebord, donc qui sont des taux variables, la commune est suivie de manière à suivre ceci au jour le jour, de manière à ce qu'il n'y ait pas de dérapage, et on a la faculté, si jamais les emprunts, les taux de crédit repartent à la hausse, de rectifier ceci sans dommage pour nous. Donc, l'idée c'est de profiter au maximum des taux au rebord qui sont faibles, et si jamais il y a danger, on reviendra sur des taux fixes pour ne pas aggraver les emprunts et les finances de la commune. Également, vous avez un tableau qui retrace l'encours de la dette jusqu'en 2033. Donc, comme vous l'évoquez, monsieur le maire, le niveau de l'endettement va baisser à partir du 1er janvier 2016, puisqu'en 2015, il va procéder au remboursement des 800 000 € concernant l'emprunt pour la Salette 3. Voilà, vous avez également la liste des différents emprunts pour l'exercice 2014 en cours, avec les caractéristiques, taux fixe, taux variable, la durée, le capital, l'annuité. Après, on peut rentrer dans le détail au niveau du budget principal de la commune, et du camping et du port, si vous le souhaitez. Avant, je voudrais faire un commentaire par rapport à ce qui a été présenté. Donc, j'ai rencontré monsieur le percepteur et j'avais téléphoné au trésorier payeur général. Donc j'ai demandé à la perception de finances qu'il fasse un audit complet des comptes de la commune. Tout en sachant, pour information, que cet audit n'a pas pouvoir d'investigation. Cet audit est seulement, c'est déjà beaucoup, une analyse des comptes précise et fiable qui va nous donner des éclaircissements sur notre capacité d'investissement. On va avoir une analyse du budget de fonctionnement, un état d'endettement et certainement des préconisations. En ce qui concerne le débat d'orientation budgétaire, et je vous passerai la parole après, la situation nationale a été exposée, la situation de la commune. Donc je vais revenir sur le potentiel fiscal. Quand on a parlé de la strate, la strate nationale sur les communes du même habitant, c'est 872 €, nous 580, donc c'est pas à la baisse, mais ça veut dire qu'on a un potentiel fiscal qui est beaucoup plus faible que la moyenne nationale, puisqu'on a à peu près 300 € de moins par habitant de potentiel fiscal. Quant à l'effort fiscal, la strate aussi nous indique que la moyenne nationale est à 142 et notre potentiel est à 112. Non, c'est le contraire. 142 pour nous et 112 la moyenne nationale. Ça veut dire que la richesse des ménages est plus faible à Bagnous, en tout cas le potentiel fiscal est plus faible, ce qui veut dire qu'on a une marge de manœuvre qui est fortement affectée. Donc ça inclut que nous n'allons pas augmenter les impôts à Bagnous, qui sont chers, bien plus chers qu'ailleurs. Nous allons donc faire des choix en matière de dépenses de fonctionnement par rapport à ça, et si nous regardons, on a une forte diminution de la dotation de l'État, environ 3,8%, et le maintien de la masse salariale qui est en progression en 4%. La charge de personnel, je ne sais pas si vous avez la charge de personnel qui pèse sur le budget de fonctionnement est importante, relativement très importante sur la ville de Bagnous-sur-Mer, 55% du budget de fonctionnement pour le personnel, 47% sur le strate national d'une commune de la même importance. Donc nous avons 8 points de départ. Donc 8 points de plus. Donc ceci nous contraint à une prudence dans notre politique de recrutement. Nous allons, dans un premier temps, ne pas remplacer les départs à la retraite, qui sont peu nombreux. Donc, je pense qu'il y a 3-4 agents qui partent à la retraite dans les mois qui viennent, donc ils ne seront pas remplacés. Nous n'allons pas faire de recrutement dans l'immédiat et pondérer notre recrutement des saisonniers, de manière à ce qu'on puisse redescendre un petit peu cette charge de personnel, tout en sachant qu'on recrutera les saisonniers nécessaires et s'il faut, on fera les efforts pour que le service à la population soit de qualité, de très bonne qualité. Nous avons identifié un besoin de renforcer la police municipale. Donc nous allons faire procéder, non pas par du recrutement, mais par des transferts d'agents. Et nous sommes en train de lancer une réflexion sur le transfert de 2 agents des ateliers qui pourraient, sur la base du volontariat, rejoindre la police municipale pour nous aider dans ces missions-là.
nous allons aussi restructurer les équipes municipales pour être plus réactifs et faire un effort important sur la propreté. Et j'en parlerai aussi en fin de séance. Quant au budget d'investissement, l'orientation budgétaire que nous prenons, une grande partie des investissements de la commune ont été consommés. Il nous reste beaucoup de restes à réaliser, donc on a 800 000 euros qui sont des restes à réaliser, c'est-à-dire sont des réalisations qui ont été faites par l'ancienne équipe et qui n'ont pas été payées, et donc qui sont à payer sur le budget 2014. Ça concerne l'église de la Rectorie, et là-dessus je regrette beaucoup que ces travaux soient faits sans demande de subvention, et on a demandé la subvention quand les travaux sont pratiquement en phase terminale. Bien entendu, la subvention nous a été refusée. Si on pouvait espérer une subvention de l'ordre de 10 ou 20%, sur 450 000 euros, eh c'est 80 ou 100 000 euros qu'on a perdu. Sur les restes à réaliser, il y a l'avenue du Puy-Delmas qui est maintenant terminée, qu'il nous faut payer, il y a la rue Pierre-Lotier, et puis il y a différents travaux de voirie. Il a été emprunté sur la dernière mandature 1 million d'euros, vous l'avez vu au budget, sans affectation particulière. C'est une chose, vous m'avez fait part d'observation, c'est une chose qui me dérange un peu. J'espère qu'on pourra éviter ceci et qu'on aura des orientations, même si on pourrait garder une partie des emprunts pour avoir une marge de manœuvre. Toutefois, nous engagerons malgré tout des investissements parce que nous considérons que la ville de Bagnols-sur-Mer a besoin d'être réparée, rénovée et a besoin d'avoir des investissements pour qu'on puisse remettre cette ville, entre guillemets, en état. Donc nous engagerons sur le budget 2014 et sur le budget 2015 la ZAC de la Rectorie, les goudronnages des rues et la réfection des routes et des trottoirs. Cette ZAC de la Rectorie, je la connais bien parce que c'est une ZAC que j'ai faite, que j'ai créée à l'époque en 85 ou 86. Et depuis, il y a eu pratiquement aucun travaux de fait dedans et les rues sont dans un état catastrophique. Donc là-dessus, nous ferons le nécessaire, ceci après l'été bien entendu. Nous engagerons aussi du goudronnage dans la rue des Orangers. Nous avons une réflexion sur l'enfouissement des poubelles, notamment à la place Basser et à côté de la mairie, parce qu'il y a des problèmes de propreté de salubrité publique. Et puis nous finirons la vente des terrains Salette 3. Nous allons lancer une étude dans l'année de maintenant, et une étude qui donnera lieu à consultation. Nous allons lancer une étude pour la rénovation du front de mer dans sa totalité. Je parle de l'étude, c'est-à-dire que dans mon esprit, on va éviter de faire le front de mer morceau par morceau sans avoir une vue générale, une vue globale sur ce que peut être ou doit être le front de mer Bagnols-sur-Mer. Donc l'idée, c'est de lancer, alors moi je parle de concours, c'est un autre terme, dites-moi, pardon, un accord cadre, parce que le concours c'est plus contraignant, donc sur la base d'un accord cadre, un appel à projet, sur l'ensemble du front de mer, qu'est-ce que peut être le front de mer de Bagnols-sur-Mer, à la limite on pourrait dire sur le cap de 2020, comment peut-on rénover ce front de mer de manière à avoir un front de mer qui correspond à notre ville, parce que je rappelle, le front de mer c'est quand même notre vitrine, c'est en dehors d'être notre carte postale pour nos amis touristes, il faut qu'on fasse un effort notamment au niveau du tourisme, parce que le tourisme ça fait partie des activités économiques de la commune par la création d'emplois, et aussi par les retombées indirectes qu'il peut avoir sur la consommation, notamment de nos produits locaux. Donc cette grande consultation va être mise en place maintenant. On a commencé à écrire à des écoles d'architecture, c'est ça, un master d'architecture à Montpellier. Le but c'est de l'ouvrir le plus possible, non pas de consulter ou d'avoir un cahier des charges qui soit trop serré, parce que moi je m'aperçois que quand on a trop la tête dans le guidon, on ne voit que ce qu'on veut voir, on le voit avec des yeux de bagnolé. Donc bien sûr que notre regard est important, mais l'importance c'est de lancer une consultation, d'avoir des architectes, des paysagistes urbains qui travaillent sur un projet dans sa globalité, qui partirait d'en haut des arcades et qui arriverait jusqu'à la promenade donc, qui a été faite au laboratoire Arago, qui va inclure la place Bassère, bien entendu, pas le port, mais le port, et j'en parlerai après,
quand il se fera, il devra se baser aussi sur cette vision d'ensemble. L'idée, c'est d'avoir ce projet qui ne se fera pas, bien entendu, dans sa globalité, mais on aura un fil conducteur et on mettra en œuvre ce projet par des tranches au fur et à mesure en fonction des ressources et des besoins de la commune. Voilà, donc ce projet sera fait dans la concertation. Les commissions se réuniront pour travailler dessus. J'ai bien l'intention de consulter la population et les commerçants quand ce projet aura un peu avancé. Et on aura une démarche d'exposition avant de finaliser dans cette salle-ci, ouverte au public, qui pourront venir le regarder, le consulter et y faire des remarques. Des remarques, voilà. Donc ceci avant de le conclure. Voilà. Donc ça c'est un projet sur une longue durée, mais c'est un projet que nous devrons commencer maintenant. Bien sûr, nous allons continuer nos réflexions et nos actions sur la maison de retraite Paul Lech, qui a bien besoin d'avoir une solution, parce que si rien ne se passe, eh bien, cette maison de retraite va se retrouver dans une situation compliquée. Je rappelle, 87 emplois, 87 patients, 70 emplois. Et puis, le combat continue pour le centre de santé, le centre Lyon-Marin et Bouvard-Vercelli. J'ai écrit à nos élus, M. Aliagas, à titre de député, et puis je n'ai pas manqué de féliciter notre nouvelle ministre, secrétaire d'État aux personnes handicapées, pour la féliciter et pour lui rappeler l'existence et la problématique de Bagnols-sur-Mer en matière d'emploi. Nous mettrons en même temps le poste en révision, parce qu'il en a besoin, il a besoin d'être dépoussiéré, le mettre en révision pour le transformer en PLU, chose qui n'a pas été fait. C'est maintenant pratiquement une obligation, parce qu'il y a beaucoup de textes de loi et d'aides ou de facilités qui sont faites sur les PLU et non plus sur les postes qui sont l'ancien PLU. Le développement de Bagnols, malgré tout, dans mon esprit, doit être un développement maîtrisé, harmonieux, respecter notre identité et l'environnement. Je ne suis pas, je l'avais dit pendant la campagne électorale, je ne suis pas pour un développement de Bagnols trop rapide, qui veut dire qu'il nous obligerait à faire des forts investissements au niveau des infrastructures, et nous avons déjà pas mal de grains en moudre. Donc l'idée, c'est de faire évoluer le poste en plus et de voir comment on peut avoir un développement normal de notre ville et pas que ce se trouve dans une situation bloquée. Bien sûr, il y a aussi la rénovation du port de Bagnols-sur-Mer. C'est un dossier qui est lourd. Ce dossier, il correspond à plusieurs obligations, en tout cas dans mon esprit et dans l'esprit de l'équipe, et je pense que l'opposition partagera. Ce souci, c'est d'abord de préserver la baie de Bagnols-sur-Mer, c'est de préserver bien entendu l'écoulement de la rivière, c'est de faire un port qui soit dans l'autofinancement. Bien sûr, c'est de maîtriser les prix pour les petits bateaux et nos amis bagnolins qui sont les propriétaires de ces petits bateaux. C'est d'avoir dans ce port une démarche éco-port, de manière à avoir un port propre et un port qui s'inscrit dans le développement durable. Et cette démarche-là va nous aider, bien entendu, à la recherche de subventions. Et à ce sujet, j'ai consulté avec Guy Vinot, qui est ici, et des personnes qui ont un cabinet proche de l'Europe pour avoir des informations précises. Et nous pensons, on aura la certitude, puisque nous avons vérifié, que nous pouvons avoir des subventions relativement conséquentes pour le port de Bagnols-sur-Mer, qui peuvent être au-delà des 50%, donc ce qui peut nous amener à faire un port en autofinancement, un port qu'on puisse gérer nous, qui soit à taille humaine et qui corresponde à la ville de Bagnols-sur-Mer. Et bien sûr, en même temps, on a l'école de sommellerie, dont j'ai beaucoup parlé. C'est un projet que nous devons développer en partenariat avec la région, qui est détentrice de la formation professionnelle dans la région, et qui doit
j'espère, va nous aider, non pas pour le financement de cette école, en tout cas pour la structure immobilière, puisque nous avons le Maastricht qui est un pôle d'excellence rurale, et donc qui bénéficie à ce titre de subvention de l'ordre de 70 à 80%. Et donc je pense que la commune peut faire le rajout si le projet voit le jour. Par contre, ce que j'attends de la région, c'est qu'on puisse avoir un partenariat avec elle pour qu'elle assure son fonctionnement, puisque c'est de sa compétence, ce n'est pas la compétence d'une commune d'assurer un fonctionnement d'une école. Il y a beaucoup d'atouts à faire à cette école ici. Il y a un atout pour nos vignerons, parce que ça va permettre de recevoir les futurs prescripteurs, sommeliers, les futurs cavistes, acheteurs des futurs vins. Et puis, ça donnera j'espère, de la notoriété et un appui à nos commerciaux, si on arrive à la faire, auprès de ces cavistes qui auront rencontré Vanius. Voilà. Donc c'est beaucoup de choses. J'espère que j'ai fait peur à personne, parce que le but n'est pas là. Le but, c'est de présenter le fil conducteur, l'orientation budgétaire de ce que nous souhaitons que soit ce mandat. On le fera avancer au fur et à mesure, en fonction de nos moyens. N'allez pas imaginer qu'on va construire de suite tout le front de mer, modifier le poste, faire des buildings, etc. Ce n'est pas le cas. Nous sommes dans la réflexion, mais la réflexion sur un mandat, elle dure 6 ans, et il faut la commencer, donc on la commence de suite. Et j'ai, malheureusement pour mes services, ou heureusement, je leur ai donné une charge de travail relativement importante, et je sais qu'ils vont l'accomplir. Voilà, en ce qui me concerne, j'ai terminé, je vous passe la parole si vous le souhaitez. J'ai bien entendu que vous voulez réunir les commissions municipales. Tout à l'heure, vous êtes offusqué, et à juste raison, du manque de subventions pour la rectorie. Et on pourra rajouter aussi le Maastricht, la toiture du Maastricht et la toiture de Vincent Azéma. C'est vraiment énorme. Surtout la rectorie. Il s'agit d'un monument historique où on peut avoir des subventions très importantes sur le patrimoine, les aides de l'État. Bon, je ne vais pas refaire l'historique de ce qui s'est passé. Nous pouvons avoir aussi les fondations, le EDF, le Crédit Agricole. Ça, c'est la mandature ancienne qui a fait cette affaire-là. Mais ce qui m'étonne, c'est que ces travaux, le début des travaux, ont commencé la réflexion sur la rénovation, la restauration de la rectorie a commencé en octobre 2011. Nous sommes en 2014. En 2011, la mandature précédente était composée de personnes qui sont élues sur votre liste. Il y a 4 personnes de la liste antérieure qui sont ici et qui semblent ne pas avoir vu cette affaire. Je m'étonne, je m'en étonne. Ils étaient conseillers municipaux, ils étaient même adjoints. Comment se fait-il qu'on n'ait pas demandé, qu'on n'ait pas vu cette affaire? C'est une question, je termine, voyez-vous. Je m'en étonne. Donc, lorsque vous dites, monsieur le maire, que les commissions vont se réunir, je suis sûr que vous êtes sincère et que vous le ferez. Mais c'est très important qu'elles le fassent. La preuve, c'est que si elles s'étaient réunies, peut-être quelqu'un aurait soulevé cette affaire. Mais comment finance-t-on ces affaires-là? Il s'agit de 407 000 € TTC pour la rectorie. Pour là-haut, au Maastricht, 147 000 €. 60 000 sur Vincent Azéma. C'est la folie. Alors qu'on va chercher à économiser, et c'est à juste titre que nous allons le faire, et nous allons être très sérieux, et nous allons vraiment être très vigilants. On a laissé passer des sommes énormes, et donc j'espère que les conseillers municipaux adjoints qui sont ici autour de cette table seront plus vigilants que ceux qui ont été au cours de la mandature précédente et qui sont encore ici. Voilà ce que je voulais dire. C'est très important, je m'excuse, c'est vraiment...
une question de méthodologie de travail. Lorsque nous étions en réunion des finances, je vous avais proposé qu'il y ait des réunions, peut-être pas hebdomadaires, c'est peut-être trop, mais enfin ça permettrait à tout le monde de savoir ce qui se passe dans la commune. Et en espagnol on dit dos ojos valen más que cuatro. L'envers, cuatro ojos valen más que cuatro. Voilà, merci. Alors vous avez raison sur le fait qu'il faut qu'on se réunisse pour être au courant, tous les conseillers municipaux, qu'on soit tous au courant des travaux qu'il y a à faire. Concernant la rectorie, en conseil municipal, on s'est quand même, moi j'ai pris la parole et j'ai quand même demandé pourquoi il n'y avait pas de subvention. Donc même si on l'a appris en conseil municipal, et ça c'est parce qu'il y avait un manque d'informations, soit ce qu'on ne va pas reproduire aujourd'hui, mais voilà, on s'est quand même opposé, même si ça n'a pas été flagrant, on s'est quand même opposé. Alors, ça a été un mandat qui est fini. Ces personnes qui sont candidates avec moi, je les ai choisies. Je les ai choisis parce que je l'avais expliqué que j'ai essayé de choisir mes conseillers, non pas par rapport à leur popularité, mais par rapport à la valeur ajoutée qu'ils pouvaient amener. Et je considère que les 4 personnes qui nous ont rejoints ont une réelle valeur ajoutée. Je considère aussi que, comment je peux dire ça, qu'ils sont dans la frustration parce qu'ils n'ont pas pu s'exprimer et pu faire le mandat qu'ils souhaitaient faire. Et je compte bien que ceci leur amène les motivations nécessaires. En tout cas, ils auront les moyens de travailler. Et s'ils ne le font pas, c'est de leur responsabilité. Mais le conseil municipal fonctionnera de manière à motiver l'ensemble des élus, de la majorité et de l'opposition qui veulent travailler avec nous. Et ça me fait penser un peu à ces sportifs qui ont eu un revers, qui n'ont pas pu exprimer leur talent. Et j'espère que pendant ces 6 prochaines années, ils pourront le faire. Voilà pourquoi je les ai choisis, je leur ai demandé de venir avec moi. Et j'espère qu'on va bien travailler tous ensemble. Est-ce que d'autres personnes veulent intervenir? Oui. Vous dites que les emplois vont baisser cette année. Donc ça veut dire que vous espérez que les 800 000 € qui ont été empruntés vont être remboursés. Cela veut dire que vous espérez que tous les terrains vont être vendus cette année. Vous êtes, je pense, très optimiste. Pour l'instant, on n'emprunte pas le chemin. Donc, je crois que vous avancez un peu trop sur ce point-là. Bon, deuxièmement, concernant les dépenses de la section de fonctionnement et notamment les charges de personnel. Vous parlez d'une augmentation de 4%, mais vous n'avez pas cité la pléiade de contractuels qui sont en attente. Qu'est-ce que vous comptez faire là-dessus? Et deuxièmement, votre prédécesseur avait, en fin de mandat, envisagé de créer des emplois d'avenir. Est-ce que c'est toujours dans votre idée ou est-ce que vous comptez abandonner cet objectif? Je peux continuer sur le port de Plaisance. On fait une pause, je réponds à ça comme ça sera plus compréhensible. Okay. Donc sur le lotissement de la Salette, sur lequel je me suis rendu, quand c'est qu'on est allé vendredi, non hier, c'est encore plus frais que ça, hier. Donc on a vu l'avancement des travaux et on s'est rendu avec les services techniques, monsieur le directeur de service et la responsable de l'urbanisme, voilà. Et des élus, bien entendu. Sur les 18 terrains, il y en a 17 de réservés. Alors je sais bien que les réservations ne sont pas fermes, mais il y en a 17 de réservés. Voilà. Et il y a un terrain qui reste à la vente. Très franchement, c'est vrai que ce sont des terrains difficiles, ils sont fortement pentus, mais ce sont quand même de très très jolis terrains, des très beaux terrains, avec une vue relativement exceptionnelle. Et je pense que le remplacement, leur vue, fait
ce sont des terrains qui vont devenir rares, parce que l'expansion de Bagnoul, se retrouver des terrains avec une très belle vue sur la mer comme ceci, ça ne va pas courir les rues. Donc je suis optimiste. Écoutez, on va s'employer à les vendre et on va faire ce qu'il faut. J'espère pouvoir y arriver. Et puis si je n'y arrive pas, et si on éprouve un ralentissement et qu'on n'en a pas, on en parlera. J'espère aussi, si je vois que ça accroche un peu, chercher d'autres pistes pour vendre ces terrains. Mais on va s'employer à le réaliser. Tout en sachant que l'opération, je le dis pour information, n'est pas une opération entre guillemets hyper bénéficiaire pour la commune, puisque l'opération a un équilibre précaire. Voilà. Donc je suis conscient, je sais, mais c'est quoi de mon fait, j'ai le bébé dans les bras et écoutez, je vais faire pour le mieux. Je ne dis pas ça pour me dédouaner, parce que peut-être que nous aussi, je dis nous parce qu'on est le conseil municipal, on aura peut-être des opérations au loin qui sont un peu plus compliquées. Mais voilà, celle-là, elle est comme ça. On va essayer de s'en dépatouiller. Voilà. En ce qui concerne les contractuels, j'ai pris l'engagement de conserver l'ensemble des contractuels. Ils le savent. J'ai plein de gens qui viennent, je le dis publiquement, et j'ai plein de gens qui viennent me voir dans mon bureau en me disant « Monsieur, est-ce que vous allez nous renvoyer? Est-ce qu'on travaillera demain ?» etc. Donc, là aussi, j'hérite d'une situation qui est ce qu'elle est. On va essayer de gérer ça, et on va gérer ça pour le mieux. L'idée, ce n'est pas de licencier les contractuels. Les contractuels qui travaillent ici depuis 3-4 ans, franchement, il y a des choses que je sais faire dans la vie, des choses que je ne sais pas faire. Voilà. Et donc, ça, je ne sais pas faire. Je ne sais pas mettre quelqu'un dehors qui travaille depuis 3 ans à la commune ou 4 ans et qui a une charge de famille. Donc, c'est des choses que je ne ferai pas et on va essayer de faire avec. En ce qui concerne les emplois d'avenir, je vous indiquais dans ma présentation d'orientation budgétaire que je souhaitais ramener les dépenses de fonctionnement à un rythme normal. Il y a plusieurs façons. Les façons, c'est l'économie, donc c'est de ne pas remplacer les départs à la retraite, en tout cas maintenant, c'est moi qui arrive, et c'est aussi de ne pas souscrire d'emploi d'avenir. Je sais bien, ça me parle le cœur aussi, j'aurais bien voulu le faire. J'ai tous les jours dans le bureau des jeunes gens qui ont envie de travailler, qui sont en charge de famille, mais 5 emplois contractuels, c'est un poste et demi qu'on crée à la commune de Bagnoul-sur-Mer. Ça veut dire qu'on va passer de 55 à 60%, et ça ne me paraît pas raisonnable, parce que la population n'est pas en attente de ça, et que ce n'est pas pour autant que je le balaye d'un revers de main et je l'ignore. Je le fais en ayant le cœur fendu parce qu'on ne peut pas le faire, mais je ne dis pas que si les choses s'améliorent, on puisse le faire. Et puis, puisqu'on parle du budget de fonctionnement, l'autre façon d'augmenter la ressource du budget de fonctionnement, ce sera aussi de se servir, dans le sens noble du terme, de nos employés pour faire des travaux en régie plus nombreux, de manière à ce que ça nous fasse des recettes de fonctionnement. Voilà. Concernant maintenant le port de plaisance, vous avez parlé du projet, des travaux, vous n'avez pas abordé le problème des effectifs. Ou du moins très peu, lorsque vous parlez tout simplement des dépenses de personnel pour 2014. Est-ce qu'actuellement il y a 9 personnes à temps complet au port? Je voudrais savoir si vous allez conserver cet effectif ou pas. 4. Je ne sais pas, 4. Moi je vois 4 personnes. Dans le budget, j'ai vu 9, moi, je ne sais pas. Alors, peut-être les contractuels après qui se rajoutent ces emplois saisonniers, peut-être. Mais actuellement, il y a 4 personnes au port de Bagnoul-sur-Mer. J'ai 9 sur le budget, j'ai 9 emplois. L'information que j'ai, c'est au tableau des effectifs, ce sont des comptes ouverts. Ce sont des comptes, des postes ouverts et qui ne sont pas pourvus. Après, en ce qui concerne le port de Bagnoul-sur-Mer, je vais vous faire une confidence, mais ça n'est pas une. Très franchement, je suis maire depuis plus d'une semaine, et franchement, entre la préparation du budget, quelques ajustements qu'on a voulu mettre en place, et toute la charge de travail que je vous ai indiquée, je n'ai pas encore ouvert ce dossier, mais je ne saurais tarder à le faire, à l'ouvrir et à m'y pencher dessus. Donc,
franchement, j'ai rien à vous annoncer là-dessus. Je regrette, mais je ne l'ai pas fait parce que je n'ai pas eu le temps. Merci. Une petite correction concernant la transformation du POS en plus. Oui, le démarrage a été effectué de cette révision du POS. Il a été effectué pour que le JCV puisse construire la cave. Et depuis cette époque, pendant tout notre mandat, et des gens peuvent en témoigner ici présents, il y a eu des dizaines de réunions avec le cabinet d'études de Traverse, qui nous fut conseillé par le responsable de l'équipement. Donc il est bien avancé. Je crois qu'il ne manque plus que le plan d'aménagement et de développement durable et pas grand-chose d'autre. Si on voulait schématiser, on pourrait dire que le POS, les plus, est avancé aux alentours de 70%. Donc on ne peut pas dire qu'il se soit arrêté pendant la mandature précédente, certes, mais que nous avions lancé la révision du POS et que les conclusions, ma foi, avaient été assez concrètes puisque le JCB, avec une modification spéciale difficile qui fut menée en collaboration avec le sous-préfet de l'époque, M. Gillery. Donc, ne disons pas que le plus n'a pas été avancé. Le plus, la révision a été lancée, elle est avancée. Des réalisations ont été permises grâce à cette révision à une modification spécifique. Qu'il continue, je pense qu'il doit le faire. Mais on ne peut pas dire que le lancement de cette révision n'a pas été fait. C'était donc une erreur, je ne veux pas dire une contre-vérité pour l'instant, c'était donc une erreur qu'il faut corriger. Le plus est en cours de révision. C'est le cabinet d'études Traverse et certains peuvent en témoigner. Écoutez, je ne sais pas si je m'exprime bien ou pas bien. Je ne vous ai pas mis en cause par rapport à ça. Non, je ne vous ai pas mis en cause par rapport à ça. Je vous ai dit simplement qu'on allait transformer le poste en plus. Je ne vous ai pas dit qu'il était avancé ou pas avancé. Je ne vous ai rien dit de tout ça. Je vous ai dit que la volonté, notre volonté, c'est de transformer ce poste en plus de manière à ce qu'on puisse travailler normalement. J'ai reçu encore cet après-midi des gens qui avaient une problématique de construction ou de réaménagement d'une maison et qui n'ont pas pu avoir leur permis fait parce qu'ils dépassaient de très peu le POS et que le POS ne permet pas ce dépassement. Actuellement, on est régi sous le système d'un POS, pas d'un plus. Et que si ça avait été actuellement un PLU à Bagnols-sur-Mer, ils auraient pu dépasser légèrement, il ne s'agissait pas de faire un immeuble à la place de leur maison, ils auraient pu dépasser légèrement ce coefficient et pouvoir construire, parce que l'idée du législateur dans cette nouvelle loi, c'est de densifier un petit peu la construction pour pallier au manque de construction et à la cherté des terrains. Voilà, donc ça me conforte dans mon analyse que on doit transformer ce poste en plus et en dehors de toute polémique. Il faut travailler là-dessus. C'est pas une polémique, mais peut-on résumer en une phrase en disant que la municipalité actuelle, et que nous sommes, va continuer la révision du poste qui est déjà bien avancée. On ne va pas jeter les études, on n'est pas idiots, on va continuer, bien entendu qu'on va continuer, c'est sûr. Mais on va le transformer, le poste en plus, ça n'a pas été fait, je regrette, infiniment. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent intervenir? Donc, il n'y a pas de vote par rapport à cette présentation. J'espère qu'elle a été assez claire. Et puis, je m'adresse au public, j'espère qu'elle a été claire aussi pour le public. Et puis pour les gens qui vont nous regarder sur Internet, parce que c'était le souhait, de manière à ce qu'il puisse y avoir de la communication. Et j'y reviendrai en fin de conseil municipal. On passe à... Au point 4. Alors, indemnité de fonction des élus, vous le présentez, Conformément à la circulaire ministérielle du 15 avril 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux et à la circulaire ministérielle du 9 février 2007 relative aux indemnités de fonction des titulaires de mandats locaux, il est proposé au Conseil de fixer le montant des indemnités de fonction des élus à compter de la date d'installation du Conseil, comme indiqué dans le tableau joint à la note de synthèse. Vous voulez poser des questions? Je rappelle que c'est
le même taux pratiqué sous la mandature dernière, il n'y a pas d'augmentation. Et je ne sais pas si vous disiez que c'était, si vous avez repris la l'ancienne ou pas. Je ne sais pas, je ne veux pas en parler. Mais en tout cas, nous sommes dans la même disposition que la mandature dernière, il n'y a pas d'augmentation par rapport à ça. Voilà. Est-ce qu'on va passer au vote? Qui s'abstient? Contre? Je vous remercie. Donc, on est au code administratif. C'est ce que je voulais passer avant, mais bon, vous voyez, ça va être trop vite. Donc, nous en venons au compte administratif de la commune sur l'exercice 2013. C'est ça. Hein. Donc, et je ne dis pas ça pour me dédouaner. Je ne dis pas ça pour me dédouaner. En votant le compte administratif, je vais vous lire ce que m'ont écrit les avocats de la commune, et puis je le commenterai. En votant le compte administratif, nous actons simplement la concordance entre le compte administratif du maire et le compte de gestion du comptable. Par ce vote, nous ne validons rien des opérations de la gestion municipale du précédent exercice. Pas plus que nous validons le choix des moyens mis en œuvre et les résultats obtenus par les actions municipales précédemment conduites. Voilà, ça, pour que ça soit bien clair. Je demande à ma majorité et à l'opposition, dans ces conditions, à ce que ceci soit inscrit au PV du conseil municipal, que vous votiez le compte administratif, parce que si on ne le votait pas, on va bloquer le budget, c'est une catastrophe pour Bayous, et je pense que les gens n'attendent pas ça de nous. S'il y a des observations, tout un tas de procédures qui peuvent être mises en place, c'est indépendamment de ce vote. Voilà. Donc, monsieur le secrétaire, monsieur le directeur va vous le présenter. Ce que je vous propose, c'est qu'il vous présente les différents comptes administratifs, ça va bien faciliter les choses, de les voter dans leur globalité, et bien entendu, je partirai à ce moment-là. Au moins, ce que vous souhaitiez, qu'on en présente un, que je sorte, qu'on vote, que je revienne. Voilà. Moi, je suis sportif, je peux le faire. J'ai une mobilité qui est relativement bonne encore, mais je pense que ça sera plus facile pour tout le monde. Donc, vous êtes d'accord? Tout le monde est d'accord? Voilà. Donc, monsieur le directeur. Donc, concernant le compte administratif 2013 de la commune, le conseil doit se prononcer sur l'exécution de la comptabilité administrative. Alors, donc, vous avez en dépenses de fonctionnement 6 210 734 €, concernant le résultat de l'exercice 2013. En recettes, vous avez 7 427 439 €, qui correspond au résultat de l'exercice 2013 et au report 2012, ce qui fait un excédent de 1 216 704 €. En investissement, au niveau des dépenses, nous avons 3 316 613 €, qui reprend donc le résultat de l'exercice et le report 2012. Et en recettes d'investissement, 2 779 587 €. Ce qui fait donc un déficit de 532 025 €. Concernant il faudra évidemment affecter le résultat, compte tenu du solde et des restes à réaliser. Il est proposé d'affecter 1 093 025 € pour couvrir le besoin de financement de la section d'investissement et 123 679 € en report à la section de fonctionnement. Donc évidemment, les écritures du compte administratif sont identiques à celles du compte de gestion du percepteur. Concernant le compte administratif du camping, nous avons en fonctionnement, en dépenses, le résultat de l'exercice qui s'élève à 331 389 € et en recettes 402 539 €, qui reprend le résultat de l'exercice et le report 2012, ce qui fait un résultat positif de 71 150 €. Le compte de gestion est conforme au compte administratif. Concernant le port de plaisance, le compte administratif 2013 s'élève en fonctionnement en dépenses à 447 550 €, qui est le résultat de l'exercice, et en recettes en fonctionnement 496 008 €, qui représente donc le résultat de l'exercice et le report 2012, ce qui fait un résultat de plus 48 457 €. En investissement, nous avons en dépenses 81 424 €, résultat de l'exercice, et en recettes 148 843 €,
qui représente le résultat de l'exercice, et le report 2012, ce qui représente un résultat de plus 67 419 €. Le compte de gestion et le compte administratif sont identiques. Concernant la salette E, nous avons un fonctionnement et le même montant en dépenses et en recettes de 384 204 €. Et le compte de gestion est identique au compte administratif. Pour la salette 2, en fonctionnement, nous avons en dépenses 88 370 € et en recettes 224 399 €, ce qui représente un résultat positif de 136 028 €. Le compte de gestion et le compte administratif sont identiques. Pour la salette 3, nous avons en fonctionnement en dépenses 30 245 €, idem en recettes et en investissement. Donc nous avons en dépenses 30 245 € et en recettes l'emprunt de 800 000 €, ce qui fait un résultat de 769 754 €. Donc le compte de gestion est identique au compte administratif. Pour Pierre Giraud 2, en fonctionnement, nous avons en dépenses 2446 € et là aussi, le compte administratif et le compte de gestion sont en parfaite concordance. Voilà, donc je vais passer la présidence de ce conseil municipal à Sylvain Pastor, et je vais me retirer, et puis je reviens quand vous avez voté. On va procéder au vote. On va voter le compte administratif de la commune. Qui est contre? Abstention? On vote le compte administratif du camping. Qui est contre? Abstention? On vote le compte administratif du port de plaisance. Qui est contre? Abstention? Compte administratif de la salette 1. Qui est contre? Abstention? Salette 2. Compte administratif. Qui est contre? Abstention? Salette 3. Qui est contre? Abstention? Le compte administratif de Giraud 2. Qui est contre? Abstention? Il y a le compte de gestion. On doit voter le compte de gestion. Oui, j'y vois l'unanimité. Donc on doit voter le compte de gestion pour chaque poste. Donc la commune, abstention. Contre. Camping, abstention. Contre. Port de plaisance, abstention. Contre. Salette 1, abstention. Contre. Salette 2, abstention. Contre. Salette 3, abstention. Contre. Giraud 2, abstention. Contre. À l'unanimité pour tous les comptes. Alors, en dernier point, l'affectation globale du résultat pour chaque compte. Pour la commune. Pour la commune qui est contre. Abstention. Et pour le... Voilà. Il faut rappeler monsieur le maire. Bon, écoutez, je vous remercie. Donc on va continuer. Donc le point 12, appel à se prononcer sur la communauté des communes Albert Côte-Vermeille. Il s'agit de l'approbation des statuts du nouvel élu. C'est ça? Est-ce que vous avez la lecture à faire? Allez-y.
Donc, par arrêté préfectoral du 28 mai 2013 a été autorisée la fusion de la communauté de communes des Albères de la Côte-Vermeille et de la communauté de communes du secteur Illy-Berris, avec extension à la commune d'Aisne, et fait au 1er janvier 2014. La liste des compétences obligatoires, facultatives et optionnelles exercées par les deux équipes a été annexée à cet acte dans l'attente de l'approbation des statuts par le nouveau conseil communautaire. L'arrêté préfectoral du 19 décembre 2013 a porté modification de l'arrêté préfectoral du 28 mai 2013, autorisant la fusion pour la partie compétence de la communauté de communes du secteur Illy-Berris. Ont ainsi été modifiés le groupe de compétences optionnelles voirie et le groupe de compétences facultatives création, entretien et prise en charge des frais liés à l'éclairage public, y compris facturation EDF. Le Conseil communautaire a approuvé dans sa séance du 13 janvier 2014 les statuts de l'EPIC nouvellement installés, qui, conformément au Code général des collectivités, mentionnent la liste des communes membres, le nom du siège de celui-ci et les compétences transférées. Les projets de statut sont ainsi soumis à l'approbation des conseils municipaux des communes dans les conditions de majorité prévues par l'article 60 de la loi réforme des collectivités territoriales. Le maire invite le conseil à délibérer sur l'approbation des statuts du nouvel EPCI qui seront définitivement approuvés par arrêté préfectoral. Vous voulez intervenir? Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Il s'agit de l'élargissement de la communauté de communes, vous avez compris, à Portafar et des Bâgés. Point 13, c'est toujours pareil. Communauté de communes Albert Côte-Vermeille, approbation de l'intérêt communautaire du rapport de la commission locale d'évaluation des charges transférées de la piscine d'Argelès. Vous voulez la lecture à faire? En fait, il s'agit juste donc, le conseil est invité à approuver l'intérêt communautaire de la piscine, ainsi que le rapport établi par la commission locale d'évaluation, qui est joint à l'annexe à la note de synthèse. Qui est contre? Concernant la piscine d'Argelès, je compte sur les personnes qui sont présents à la communauté des communes pour faire en sorte que cette piscine d'Argelès puisse être ouverte également aux écoles de Bagnols et au collège de Port-Vendre, qui jusqu'à présent n'était pas le cas, et que le prix d'entrée soit évidemment accessible à tout le monde au même prix, puisque ce n'était pas encore le cas jusqu'à temps qu'elle soit communautaire. Donc je vous laisse là tous mes espoirs concernant l'emploi de cette piscine par les écoles de Bagnols et le collège de Port-Vendre. Très bien. Qui s'abstient? Qui est contre? Ensuite, le point 14. Le point 14, c'est communauté de communes des Albères Côte-Vermeille, approbation de l'intérêt communautaire et du rapport de la commission locale d'évaluation des charges transférées de la médiathèque d'Ortafar. C'est pas un commentaire? Qui est contre? S'abstient? Merci. Le point 15, c'est Centre communal d'action sociale, fixation du nombre des membres devant siéger au conseil d'administration. Donc, il s'agit du CSAS, c'est ça? Donc, vous avez la liste, je vais là. C'est ça. 16 membres, donc 8 membres élus et 6 membres. Voilà, donc on a fixé les membres du CCAS au nombre de 16, ce qui comprend 8 membres élus par le conseil municipal et 8 membres désignés, dont un qui est obligatoire puisqu'il s'agit du membre de village, c'est ça. Voilà, donc il y aura 7 membres qui seront désignés, que je désignerai par la suite. Donc nous allons procéder à l'élection de ces membres. Alors d'accord. Moi je vais trop vite, d'accord. Qui s'abstient pour la nomination de 16 membres au CCAS. Qui est contre? D'accord. Donc nous allons passer à l'élection de ces membres du conseil municipal. Il y a 2 listes en présence. Le scrutin est secret. Vous avez dans les semaines les bulletins. Je
vais procéder à l'appel. Jean-Michel Solé. Vous avez donc l'urne qui est là-haut. Céline Pastor. Guy Binot. Clémentine R. Jean-Michel Gascou. Anne-Claire Pêche. Olivier Capeille. Nicole Clara. Olivier Lacaze. Sandrine Poussane. Guillaume Blavette. Josette Monté. Gérard Petit. Isabelle Sola. Eddie Vergel. Denis Pi. Marie-Josée Grazard. Jean-Louis Fleurisson. Evelyne Canova. Cédric Castella. Gérou. Emmanuel Fradé. Rosendo Cobé. Myriam Manzanas Nogues. Jean-Charles Colomine. Et Elisabeth Leza.
Donc, le scrutin donne un pour la liste de la majorité et 6 pour la liste de l'opposition. Est-ce que vous voulez venir vérifier? Je suppose que non. J'espère, oui. Donc, les personnes ont fait le calcul. Donc, ça fait 6 sièges qui reviennent à la majorité et 2 à l'opposition. Donc, sont élus Anne-Claire Pêche, Olivier Lacaze, Céline Pastor, Jean-Michel Gascourt, Marie-Josée Graza, Jean-Louis Fleurisson. Et donc, sont élus pour la liste de l'opposition Myriam Manzana-Nogues et Jean-Charles Cornu. C'est bon? Voilà. Alors, le point 17 de l'ordre du jour, c'est le syndicat départemental d'électricité, le SIDEL. Il faut désigner les délégués au conseil municipal devant siéger à ce syndicat. Et il y a d'autres syndicats, Action, Gestion, Aménagement du TEC, qui ont des postes de délégués. Est-ce que dans l'article L2121-21 du Code général des collectivités territoriales prévoit que le conseil municipal peut décider à l'unanimité de ne pas procéder au scrutin secret pour ces nominations? Est-ce que vous êtes d'accord pour procéder à main levée à ces nominations? Vous êtes d'accord? Je vous en remercie. Je propose donc M. Élie Vergel au poste de délégué titulaire, M. Denis Py au poste de délégué suppléant pour le syndicat départemental de SIDEL. Et en ce qui concerne le syndicat intercommunal de gestion de l'aménagement du TEC, le SIGA, je propose Cédric Castellar et M. Pivino au poste de délégué titulaire et de M. Py et de Mme Isabelle Sola au poste de délégué suppléant.
Vous êtes contre, abstention? C'est bon? Alors, le conseil municipal n'est pas terminé. Je souhaiterais qu'on aborde 2 ou 3 questions qui ne sont pas à l'ordre du jour, si vous permettez que je vous modifie. Donc, on va commencer par le platane. Donc, je vais passer pour information, voilà, parce que c'est quelque chose qui me gêne pas, parce que je n'ai pas même responsabilité. Mais je tiens à vous en informer. Voilà, il s'agit du platane qui se situe entre le pressoir, côté terrasse, et le bagnolet. C'est un platane qui est relativement ancien. Et je ne sais pas pour ceux qui étaient en ville ce jour-là, c'est un platane qui a été, on a mis le feu à l'intérieur du platane, voilà, et le tronc, bien sûr, après l'incendie, les pompiers sont venus, etc., etc. Et on s'est aperçu que ce platane était creux, voilà, creux. Donc, de suite, pour l'abattre, j'y attendais doucement, on a l'abattre, on a fait venir donc, des spécialistes là-dessus, et je vous ai présenté des photos qui vous montrent donc que l'intérieur du tronc est complètement creux et que le platane ne tient que par la peau. Vous voyez avec le trait rouge, les 2 traits rouges, donc ça représente ceci, autour du platane. Voilà. C'est un réel problème parce que moi ça me prend toujours le cœur d'abattre un platane, surtout des platanes qui sont des platanes de Bagnous, qui sont dans notre paysage bien sûr. Et ce platane est très haut et il y a beaucoup de poids sur les rameaux différents. Donc ça représente un réel danger. Ça veut dire que ce platane, il peut tomber sur des terrasses, sur des passages, il peut blesser des personnes. Il a sur le rapport, je ne sais pas si je l'ai là, mais je l'ai à vos dispositions, vous pouvez me croire sur parole, il y a un champignon qui est en train de détruire cet arbre. Donc cette destruction est en cours et ne s'arrêtera pas. Voilà. Donc, je vous le dis pour information, je veux bien vous entendre, si vous voulez voter, on peut voter. Malheureusement, la sagesse voudrait qu'on coupe ce platane. Oui, il vaut mieux l'abattre. Il vaut mieux l'abattre, surtout s'il a la maladie, parce que c'est une maladie, si c'est la même que celle du canal du Midi, c'est le chancre doré. Et c'est une maladie grave qui peut ensuite contaminer les autres. Donc si vous décidez, et je pense que ce serait une bonne chose de l'abattre, et si vous voulez le remplacer par un autre platane, de mémoire, il me semble qu'il existe un platane qui s'appelle le platanor, qui est un platane, un hybride qui n'a pas la possibilité d'être infecté par le chancre doré. Voilà. Donc ça, je pense qu'on pourrait y réfléchir. Je peux me charger de trouver le remplacement du platane de la place Volage. Bon, formidable. Est-ce que d'autres personnes veulent intervenir? Vous voulez procéder à un vote? Voilà. Donc, vous avez l'information. Moi, ça me fait le cœur. Au départ, j'ai pensé qu'on pouvait le positionner et le couper plus bas, pour garder le bas et signaler qu'il reprenne, mais c'est peine perdue parce qu'il va continuer à se ressemer. Et franchement, on va faire un truc qui va être catastrophique au niveau qui ne va pas le sauver. Si encore on faisait un truc pas très esthétique, mais qui va sauver le platane, mais ce n'est pas le cas. Donc, je vais pouvoir procéder à cet abattage. Je pense qu'on va essayer de le faire un lundi, enfin pas ce lundi parce que c'est pas qu'on est assez rapidement et on attend vos conclusions, mais bon, on va le remplacer. De toute façon, c'est clair qu'on va le remplacer. Voilà. En ce qui concerne l'explication de platane. Il y a une commission, communication d'un membre titulaire et membre suppléant dans l'opposition pour siéger au CTT. Le comité technique paritaire. Voilà. Au comité technique paritaire, il faudrait que vous désigniez un membre du comité technique paritaire et c'est 4 personnes. Hein. Donc, je suis toujours de représentativité. Je vous demande si vous voulez mettre un membre, 4 membres suppléants et 4 membres titulaires. Donc, voilà, non, les 4 membres titulaires et ce siège et 4 suppléants. Voilà, j'explique bien. Donc, si vous souhaitez
un poste de membre titulaire et un poste de membre suppléant. Concernant le personnel, en fait. C'est le personnel, c'est la commission paritaire. Leur demande qu'ils font. Oui, non. Super. Super. Alors, en ce qui concerne les PIC, c'est l'établissement public, industriel et commercial qui gère l'office du tourisme. Donc là aussi, on a monté le nombre de personnes à 13, c'est ça 13 désignés par le conseil municipal 12, pardon, 12 et 11, voilà. 12 et 11, ça fait 23 membres, 11 qui sont désignés par moi-même et 13 qui sont désignés par le... 12 qui sont désignés par le conseil municipal. Donc, je vous demande de me donner 3 noms pour être titulaire. 3 noms de titulaires et 3 noms de suppléants. CG à l'EPI. Alors, c'est communiquer les noms. Alors, monsieur le directeur m'explique que vous me communiquez les noms, si ce n'est pas ce soir, demain, hein, il n'y a pas d'urgence, parce que... Pardon non. C'est des... moi, je pensais pas les voter ce soir. Non, c'est à l'ordre du jour. Hein, pardon. Mais bon, vous pouvez me le communiquer demain et on statuera que je suis dans ici. Donc, on n'est pas dans l'urgence. De toute façon, c'est 3 titulaires et 3 membres titulaires. Ensuite, donc, je voudrais faire une communication sur la problématique de la fermeture de la classe à laquelle nous avons été appelés à manifester et à nous opposer. Donc, je passerai la parole à Leclerc après. Simplement, il s'agit d'une classe de maternelle. Il y a 5 classes de maternelle maintenant et compte tenu d'un décompte qui ne correspond pas, en tout cas, à date d'aujourd'hui, à la réalité, l'inspection a décidé de ne pas inscrire sur la carte scolaire ce 5e poste d'enseignant. Voilà. Donc, ce qui va occasionner une fermeture de classe si rien n'est fait. Donc, Anne-Claire, tu veux intervenir? Vous voulez intervenir? Donc, juste pour préciser que cette fermeture de classe, elle a fait l'objet de courriers. Et ce courrier a été reçu donc, à la mairie de Banous juste avant le deuxième tour des élections, juste le jour, juste récemment. Et que, donc on a procédé à plusieurs choses. La première, c'est qu'on a répondu à ce courrier très vite pour dire que, a priori, on n'était pas d'accord sur le comptage. La deuxième chose, Jean-Michel Solé a eu l'inspecteur au téléphone, donc pour lui préciser aussi qu'on n'était pas d'accord sur le comptage. Et pourquoi on a répondu ça? Parce qu'on a eu l'occasion de rencontrer les parents d'élèves le mardi soir dernier, qui nous ont dit qu'eux-mêmes avaient commencé un comptage et que ça ne correspondait pas forcément à ce qui avait été annoncé par l'inspecteur. Donc, l'idée, puisque nous sommes en bon terme avec l'inspecteur, c'est d'arriver à prouver de manière très précise que nous avons le bon nombre d'enfants, avec donc nominatif, et surtout de ne pas clore le débat, puisque la terminologie de l'éducation nationale à ce stade, c'est que cette classe est en surveillance, c'est-à-dire qu'il n'a pas été prononcé de fermeture définitive, que vous savez qu'une fermeture définitive, elle est prononcée le jour de la rentrée, en fait, quand on procède au comptage précis et définitif des enfants présents. Donc on est sous surveillance sur cette classe, on va continuer, on va redonner des éléments formels et précis
à l'inspecteur avec la directrice de l'école maternelle, et on est donc ce qu'on appelle sous surveillance. C'est-à-dire que d'ici le mois de juin, on va continuer à dialoguer, et puis on espère bien, avec tous les aimants qu'on va trouver, les enfants qui sont chez les assistantes maternelles, les enfants qui sont ailleurs, on va bien prouver qu'on ne va pas fermer cette classe. Voilà la situation dans l'état actuel des choses. Je vous remercie. Vous voulez intervenir ? Donc effectivement, on a tous été appelés à manifester lundi matin. Nous y sommes tous rendus, et c'est très bien que la majorité et l'opposition se rejoignent là-dessus. J'ai pour ma part envoyé, après avis de mes collègues, à M. Solé une proposition de motion du conseil municipal contre la fermeture de cette classe. Monsieur Solé m'a averti, monsieur le maire m'a averti hier, je remercie de ce geste, qu'il ne souhaitait pas faire voter cette motion. Alors, en m'expliquant effectivement que la classe était en surveillance et qu'une position d'attente était plus, j'allais dire, raisonnable, et de pouvoir négocier en toute connaissance de cause. J'avoue que nous n'avons pas trop compris cette décision de non-vote de motion, d'ailleurs personne ne l'a compris, les parents d'élèves non plus, que ça soit clair, puisque cette motion était, j'allais dire, elle était complètement neutre, parce qu'elle ne reprenait que des données chiffrées, et elle était proposée dans un triple but, qui était montrer l'unité de notre commune face à cette mesure éventuelle de suppression de classe, soutenir les actions entreprises par les parents d'élèves et appuyer les démarches que, effectivement, vous avez déjà engagées en tant que maire auprès de l'inspection de l'éducation nationale de Céret et auprès de la direction des services départementaux de l'éducation nationale de Perpignan. Tout ça était fait dans un seul objectif que nous pensons partagé par tout le monde, qui était le maintien de cette classe de maternelle. Bien. La situation actuelle dans le département, c'est quoi ? Quand on a les chiffres qui sont donnés par la dernière commission départementale de l'éducation nationale, on sait qu'il va y avoir 24 ouvertures de classes, dont 7 à besoins spécifiques, c'est-à-dire pour des enfants par exemple handicapés. Il n'y aura que 9 créations de postes. Donc mathématiquement, l'éducation nationale doit récupérer 15 enseignants. Donc au final, on aura fermeture de 15 classes. Le comité paritaire départemental a annoncé la fermeture potentielle de 19 classes. Donc, mathématiquement, il y en aura 4 qui seront sauvées, dans toutes celles qui ont été énoncées. Certaines le seront dès juin, selon les syndicats enseignants. Tuire est déjà en très bonne position pour être sauvée, pour une question de bilinguisme des écoles, et d'autres le seront en septembre. C'est un fait habituel. Vous appuyez pour l'instant votre argumentation sur un seul fait qui est une erreur de comptage. Et le fait que 115 enfants sont potentiellement inscrits à l'école maternelle, 68 étant déjà scolarisés en petite et moyenne section, et 47 arrivants nés en 2011. Le jour de la rentrée de septembre 2014, une personne de l'inspection académique viendra donc pour compter les enfants. Êtes-vous sûr que les 115 y seront? Ou même les 111, puisque c'est à ce seuil que se décidera la fermeture. Parce que dans les 68 qui sont déjà scolarisés, vous en comptez 3 qui sont déjà issus de familles hébergées à Saint-Joseph, dont on sait qu'elles peuvent partir rapidement, d'ailleurs comme elles sont arrivées rapidement. Donc le nombre potentiel d'enfants est fragile, se réduisant peut-être à 112. Il nous en faut 111 pour que le seuil soit là. Or, si un seul enfant, le jour de la rentrée, est malade et ne vient pas, la classe est fermée. C'est mathématique. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Dans ces cas-là, nous aurons 28 à 29 enfants par classe, la classe sera fermée, et pour la réouvrir, il nous faudra atteindre le seuil de 128 élèves, soit 32 élèves par classe. Autrement dit, si la classe est fermée, c'en est fini, et pratiquement définitivement, de la scolarisation des enfants de 2 ans et demi, qui, parce qu'on le comprend, dans ces conditions, les enseignants ne pourront pas les accueillir. D'où une question, est-ce que la crèche pourra supporter ce surplus d'enfants? En adoptant donc une stratégie ce que j'appelle le tout confiance, en l'administration de l'éducation nationale, le risque est grand. Vous le choisissez, c'est votre choix.
Pour autant, arriver à maintenir une classe menacée est possible. Ça a été le cas à Banyuls en 2009, en agissant effectivement avec une négociation, mais avec des arguments solides. Des arguments que vous n'avez pas encore déployés. Exemple, la construction, le projet de construction de logements, il y en a 67 au total en cours. C'était là mon courrier, voilà. C'était là mon courrier. Je n'ai pas eu la chance de lire votre courrier. Je l'ai donné aux parents d'élèves. Alors celui que j'ai lu, qui a été donné au DSDEN, ne fait pas mention ni des logements, ni de l'accueil récurrent d'enfants en cours d'année issus de familles du chercheur du laboratoire Arago ou de l'institution Saint-Joseph. Le courrier que moi j'ai vu des parents d'élèves et qui a été envoyé le 4 avril ou le 8 avril, je ne sais plus, à la DSDEN à Perpignan ne fait mention ni des logements, ni de l'accueil des enfants de familles de Saint-Jean et du laboratoire Arago, dont on sait que potentiellement ça amène des enfants qui sont de façon importante. Il ne faut pas oublier la situation sociale très particulière des familles et des enfants à Banyuls. Les directrices d'école vous en parleront sans aucun problème. En 2009, il y a eu aussi un affichage volontaire d'une unanimité des forces politiques du village. Ce qu'apparemment vous ne souhaitez pas, puisque vous refusez une motion qui vous a été proposée par l'opposition. Ce que je trouve un peu curieux dans une démarche que vous dites d'ouverture et de communication. Ou alors j'ai pas compris. Donc cette démarche d'attentisme, pour moi, et de toute confiance vis-à-vis de l'éducation nationale, est pour nous assez incompréhensible, car si depuis plus de 20 ans elle avait été adoptée, nous n'aurions pas le lycée d'Argelès. Et puis pendant ce temps-là, d'autres communes... Et puis, donc, cette démarche de toute confiance vis-à-vis de l'éducation nationale est pour nous incompréhensible, car si elle avait été adoptée depuis plus de 20 ans, nous n'aurions pas le lycée d'Argelès. Or, les parents d'élèves et les élus de tous bords, de la Côte-Vermeille et d'Argelès, se sont battus, et le lycée d'Argelès est arrivé. Enfin, il va ouvrir en septembre 2015. Et puis pendant ce temps-là, d'autres communes vont agir. Villemolac et Thuir l'ont déjà fait. Ça ne saurait tarder au Cambre d'Az, à Rivesaltes, Villeneuve-de-la-Raho et Calais. À Banyuls, les parents d'élèves ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire. Manif, pétition ayant recueilli plus de 1200 signatures, avertissement de toutes les forces politiques du village, du canton, de M. Ayagas, mais aussi des médias. Banyuls a déjà fait parler d'elle sur ce sujet d'une fermeture potentielle de classe, et c'est déjà bien, mais maintenant, on va attendre la mi-mai, d'après ce que j'ai compris, pour avoir un rendez-vous avec le directeur d'académie. Alors nous, élus de l'opposition, on vous avait offert notre aide par cette motion. Cette motion était un outil dont vous auriez pu vous servir quand vous le voulez. C'est pas à nous de le faire, c'est voilà, quand vous le voulez. Et au moment où vous l'auriez jugé opportun. C'est-à-dire que oui, on comprend que vous êtes dans une phase de négociation, mais si on n'a pas d'armes pour les négociations, à un moment donné, ça ne peut pas fonctionner. Donc, vous refusez cette motion, c'est dont acte. L'avenir de cette classe est désormais entre vos seules mains. On souhaite de tout cœur que vous réussissiez dans votre stratégie, pour le bien des enfants de Banyuls, parce que c'est eux qui nous concernent tous d'abord. Voilà. Personne ne veut intervenir. Alors, dites que je refuse une motion, je n'ai pas refusé rien du tout. Je vous ai indiqué, pardon, je vous ai laissé, laissez-moi répondre, je vous ai laissé longuement parler, donc laissez-moi vous répondre. Je vous ai pas refusé une motion, je pense que peut-être je m'exprime mal, je dois avoir vraiment un problème de langage en ce moment. Je ne vous ai pas refusé de motion, je vous ai dit qu'à mon sens, ce n'était pas opportun de voter une motion maintenant. Ça ne veut pas dire qu'on peut être appelé à voter une motion par la suite. Je vous dis qu'à mon sens, ce n'est pas opportun. Pourquoi? Parce que moi, je ne suis pas un spécialiste comme vous de l'éducation nationale, mais j'ai eu aussi des enfants. Parce que j'ai téléphoné à l'inspecteur d'académie, avec qui j'ai longuement discuté, qui m'a indiqué les règles qui sont appliquées pour les écoles. Or, actuellement, le comptage est de 95, c'est ça, 95, de mémoire à 95 ou 97 enfants, divisé par 5 classes. Ça veut dire qu'il considère qu'il faut fermer une classe parce que les classes ne sont pas assez fournies. Ce monsieur m'indique que si nous avons un comptage précis qui va être fait par les parents d'élèves et par les directrices d'école, et que nous arrivons
prouver que nous avons 115 et certains me disent plus d'enfants, la classe ne sera pas fermée. Il m'indique en même temps qu'il a réservé des postes qui ne sont pas affectés pour la classe de Bagnols-sur-Mer et que normalement on devrait arriver à obtenir gain de cause. J'ai souhaité ce débat qui n'est pas à l'ordre du jour pour qu'il soit inscrit dans le registre du conseil municipal et pour que ça soit peut-être pas une motion comme vous l'exprimez, mais une communication avec le souhait de l'ensemble du conseil municipal de s'opposer à la fermeture de cette classe. Ça me semble, peut-être je suis naïf, peut-être, ça me semble opportun dans un premier temps, alors que je n'ai pas encore la date du rendez-vous avec l'inspecteur d'académie que je vais aller rencontrer avec les parents d'élèves et qui m'a dit qu'il réitérerait son discours, ses propositions ce moment-là. Ça me paraît inopportun de voter une motion maintenant pour que on sait ce que sont les textes qui on est filmé aujourd'hui, tout se sait, tout se dit. Ça me paraît opportun de brusquer les choses en état. Ça ne veut pas dire que si on doit avoir rendez-vous très rapidement après les vacances scolaires, ça ne veut pas dire que je ne vous demande pas de la voter par la suite. Mais je vous ai simplement indiqué, non pas en refus, je vous ai dit simplement indiqué qu'à mon avis, compte tenu qu'on est dans une démarche de négociation et qu'on est pour l'instant dans des rapports qui me semblent courtois, en tout cas moi je ne le connais pas, parce que je ne l'ai jamais rencontré, mais il m'a semblé assez ouvert à nos remarques, qu'on pourrait obtenir gain de cause. Voilà. Après, si vous m'assurez que de voter une motion, de blesser peut-être ce monsieur ou d'avoir une négociation plus compliquée, ça nous garantit que la classe sera gardée, moi je la vote de suite. Mais vous ne me garantissez rien du tout. On est dans un acte de revendication. Je pense qu'on l'a montré, on était présent aux écoles et l'inspecteur d'académie, je ne lui ai pas dit, bien sûr monsieur, vous avez raison, on va fermer la classe. Bien sûr que j'ai été ferme, bien sûr que je défends Bagnols, c'est mon rôle, et que je défends les enfants de Bagnols. Après, c'est sûr qu'il y aura des comptages quand il viendra, mais motion ou pas motion, quand il viendra à la rentrée, parce que ça se décidera qu'à ce moment-là, s'il manque des élèves, motion ou pas motion, ce ne sera pas la responsabilité de Jean-Michel Solé ni la vôtre, il fermera la classe. Parce que ça fait partie du texte, on se battra, on fera tout ce qu'on voudrait, mais la motion, si on la vote aujourd'hui, ça n'empêchera pas. Donc, je vous ai dit, laissez-moi le temps de mener ces négociations, et après on en reparlera et on le fera dans la clarté. Mais je pense que le mot que vous employez de refus, je pense qu'il n'est pas adapté. Je vous ai dit que c'était, à mon avis, peut-être précipité, qu'il fallait laisser le temps de la rencontre de l'inspecteur d'académie. Voilà ce qui concerne le débat que j'ai eu avec vous par téléphone, et vous me ferez grâce du fait que je vous ai téléphoné pour vous indiquer ma position. Voilà. Donc, monsieur le directeur, ce débat, vous inscrivez dans le registre du conseil municipal, dans le compte rendu, de manière qu'il fasse foi. Je ne sais pas si tout le monde est unanime pour dire qu'on est absolument contre la fermeture d'une classe, y compris parce que c'est pour Bagnols catastrophique, y compris parce que même si on n'obtient pas 115 enfants et qu'on avait 114, c'est complètement ridicule, et que l'éducation de nos enfants passe avant tout. On va faire le maximum pour se battre là-dessus. Après, laissez-moi rencontrer ce monsieur, laissez-moi discuter avec lui, les parents d'élèves viendront avec moi, je ne le ferai pas tout seul, j'engagerai tout le monde, et si après une discussion entre nous, on considère qu'il faut aller au combat d'une manière différente, on le fera. On le fera. Voilà. Est-ce que d'autres personnes veulent intervenir là-dessus ? Je voudrais aussi profiter de cette fête de conseil municipal pour faire une communication et ce que j'appelle un appel au civisme en tout cas. Les fêtes de Pâques vont arriver, l'état de la plage est très sale, hein, tout le monde l'a constaté. Donc j'ai dépêché sur la plage parce que j'ai souci de bien recevoir nos amis, et
que le jour de Pâques, on organise la chasse aux œufs sur la plage de Bagnols-sur-Mer avec des pierres, un truc assez sympa pour les enfants. Et en parlant d'enfants en même temps, j'ai rencontré aussi la directrice de l'école, c'est plus primaire, maintenant c'est élémentaire. Hein. Moi je suis encore un peu plus jeune là-dessus. Et donc on va organiser la mise en place d'un conseil municipal pour enfants. Voilà. Et donc j'essaye, dans un milieu que je connais peu, hein, autant je connais le milieu du commerce et de l'entreprise, le milieu de l'éducation pour moi est un peu plus compliqué. J'essaye de faire les choses petit à petit, d'avancer. Et voilà, je ne veux pas qu'il y ait de dérapage. Et des fois, il y en a. Parce que des fois, on me fait dire des choses que je ne dis pas. Et des fois, je me suis retrouvé avec des personnes qui étaient froissées sur des choses que je n'avais pas dites, voilà, par rapport aux enseignants, je parle. Et donc, j'ai rencontré dans les directrices d'école et on va mettre en place, vous pouvez le noter, le jeudi 24 au matin, un conseil municipal d'enfants. Moi je suis ravi parce que les enseignants ont tout de suite adhéré à cette démarche. Et donc il va y avoir un conseil municipal d'enfants qui va se mettre en place. Même si c'est tardivement, ça fait symboliquement, c'est important qu'il soit en place. Et puis on va essayer de le faire continuer, même s'il n'est plus à Bagnols. L'année prochaine, on recontinuera avec une classe de CM2. Dans l'idée, c'est de faire adhérer les jeunes et les enfants, qui sont les futurs jeunes de demain, à la gestion, à la participation, et puis au civisme. Et ce serait quand même très sympa qu'on ait au 8 mai des enfants qui sont avec nous, au défilé, etc. Donc ça, c'est l'idée. Je ne sais pas si j'y arriverai, mais c'est l'idée, c'est ma méthode de manière à essayer d'avancer dans la négociation dans un monde qui est difficile pour moi. Voilà. Donc j'avais convaincu et j'ai convaincu la directrice de l'école, elle était vachement sympa, je trouve, excusez cette familiarité, parce qu'elle a accepté de le faire un peu en vitesse, et je trouve que c'est très bien. Alors je reviens à mon histoire de plage, parce que c'est lié. Le fait est que le dimanche de Pâques, sur la plage de Bagnols-sur-Mer, on va organiser la chasse aux œufs de Pâques pour animer un peu Bagnols et puis pour faire quelque chose un peu sympa sur la plage avec des cailloux qui seront pleins, qu'on va cacher un petit peu sur la plage. Et puis les gamins trouveront cailloux et après on donnera des gourmandises et voilà, et ça sera assez sympa. Et on ne pouvait pas le faire parce que, enfin on ne pouvait pas le faire en tout cas, moi ça me paraissait très inopportun dans une plage qui est en très mauvais état, non pardon, mais qui est sale parce qu'il y a des éjections canines partout et qu'on a eu la chance de ne pas avoir de coups de mer et la malchance c'est que la plage n'est pas propre. Voilà. Donc j'ai mis en place ce matin, je ne sais pas pour ceux qui l'ont vu, une équipe municipale pour nettoyer la plage. Et moi je profite de ce conseil municipal parce que c'est filmé, parce que les gens le regardent et parce qu'il y a du public qui est ici, et puis parce que ça m'adresse aussi à l'ensemble des élus, de faire un appel au civisme aux populations et aux touristes pour que cette plage reste un peu propre et qu'on arrête de se servir de cette plage pour aller promener son chien qui, tout au long de la journée, fait des éjections canines sur la plage. Voilà. Donc, je lance cet appel, il est filmé, c'est dit. Je mettrai en place, dans un premier temps, une démarche d'explication à travers les propriétaires d'animaux, etc., etc. Et puis, j'espère ne pas être contraint à faire ça, mais sinon je mandaterai le municipal pour aller un peu plus loin, parce que la plage, ça doit pas être là où les chiens vont faire tout ça, quand il y a des enfants, ils font pas. Voilà. Donc, je tenais à dire ça, c'était le conseil municipal. Voilà. Je vous remercie à tous et à toutes d'y avoir participé. Je remercie le public aussi. Et je vous souhaite une bonne soirée à tous. Merci. Alors, une dernière communication. Le directeur me dit que pour ceux qui ne viendraient pas de même, ce serait important de le faire maintenant. Si vous voulez venir signer le budget des administrations. Parce qu'on est un peu dans...